Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle aujourd'hui d'un sujet dont on parle depuis quelques mois maintenant, stop ou encore avec le télétravail. On en a parlé avec l'exemple d'Amazon, on va en parler avec Élodie Gourmelet, DRH de la société ADP, elle est notre invitée. Le cercle RH, le choc des générations au travail, est-ce que c'est une réalité ou un fantasme? On y reviendra avec Frédéric Gesque, elle est l'auteur et l'autrice d'un livre, Le choc des générations n'existe pas. Avec nous Amélie Fabre-Guittet qui fait son grand retour sur le plateau et Wassila Djellal, fondatrice de Les Infatigables, justement pour accompagner les seniors sur le chemin de l'emploi, c'est le cercle RH. Et à la fin de notre émission, le livre de Smart Job, Votre cerveau n'est pas fait pour être productif. Tiens, on en parlera avec Jérémy Coron, auteur de ce livre. Il est coach et il a accompagné des managers. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du télétravail qui connaît un reflux, un peu comme le mouvement des marées. Le télétravail est en train de refluer. Il a été omniprésent pendant la période Covid. Et on accueille justement pour en parler Élodie Gourmelet. Bonjour Élodie. Bonjour. Ravi de vous accueillir. DRH d'ADP. En un mot, ADP, c'est pas Aéroport de Paris, qu'on soit bien précis. Non, exactement. C'est de la paye. Hein. C'est Automatic Data Processing, un groupe de 62 000 personnes présents dans 140 pays et qui sert à peu près plus d'1 million de clients. En France, c'est 3 millions de bulletins de paye par mois. Voilà, et c'est un document qu'on attend souvent avec impatience. Vous nous présentez l'étude Pipolatoire 2024 avec un enjeu qui est pour vous DRH, parce que ce sont des négociations que vous menez avec les partenaires sociaux. Stop ou encore le télétravail chez vous? Alors, chez ADP, en fait... vous qui étiez en full remote. Oui, exactement. Et on a un accord de télétravail à durée indéterminée qui date de 2011. On était déjà bien précurseurs. Et on a la chance, comme à peu près, je crois, 25% des postes en France, d'avoir chez ADP, comme on est une entreprise de service, l'intégralité de nos postes qui sont télétravaillables. Donc, pour répondre à votre question, stop ou encore, chez ADP, on continue sur un modèle hybride, 3 jours sur site, hybride. 2 jours de télétravail. Oui, un modèle donc ça reflue un peu quand même. Ça a toujours été le cas après le retour, après la fin de la crise Covid, parce que le modèle hybride, à la fois en tant que DRH et membre du comité de direction, j'ai le sentiment que c'est le bon modèle, à la fois pour préserver le collectif et pour répondre aux besoins de flexibilité des collaborateurs. La flexibilité des horaires de travail, c'est quelque chose d'important pour les collaborateurs. Oui. On a entendu le full remote, on est sur un 3-2. Qu'est-ce que vous mettez en place de nouveau qui fait que vous souhaitez, j'imagine, qu'il y ait plus de collectifs dans l'entreprise, que les gens reviennent sur les sites? Est-ce que c'est ça la volonté d'ADP? Alors, aujourd'hui et au retour de la crise Covid, on n'a pas changé notre modèle hybride 3+2 parce qu'il correspond aux besoins de nos collaborateurs et aussi aux besoins de nos clients. Nous, entreprises de service, on continue à augmenter la satisfaction de nos clients et ça fonctionne avec ce modèle-là parce qu'en fait, nos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils attendent? De la flexibilité de temps et de la flexibilité de lieu. Alors, lieu, c'est possible avec le télétravail et temps avec notre accord de télétravail, avec des horaires flexibles. Alors, quand même, dans votre étude, les cadres et les télétravailleurs ressentent, disent-ils, une surveillance accrue de la part de leur employeur. On va voir les chiffres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a ce sentiment comme ça d'être un peu oppressé? On le voit, 56% des télétravailleurs se sentent surveillés, 50% de l'ensemble des travailleurs se sentent surveillés et 43% des collaborateurs hybrides se sentent surveillés. En un mot, pardonnez-moi, tout le monde se sent surveillé. Alors ça, c'est en effet les résultats de notre enquête ADP Research qu'on mène People at Work une fois par an, partout dans le monde. Et la dernière, je crois qu'on a interviewé plus de 2000 collaborateurs en France. C'est incroyable. Chez ADP, en fait, on a mis en place un système qui est basé sur un relais privilégié dans l'entreprise, le manager de proximité. Et notre modèle de management fonctionne sur un triptyque:
autonomie, confiance et responsabilité. Donc on engage nos managers de proximité à échanger de manière hebdomadaire avec leurs collaborateurs. Comme ça permet de fixer les priorités de la semaine et éventuellement d'évoquer les difficultés rencontrées. Et ça évite de... on va dire, tomber dans de la surveillance ou télésurveillance. Donc c'est un travail chez vous, parce qu'on voit bien que l'étude, elle est macro. Là, chez vous, il y a vraiment l'idée d'être au plus près des besoins des collaborateurs, et ça se dit, je dirais, presque de gré à gré avec le manager. C'est comme ça. Exactement. Donc j'ai besoin là, en revanche, vous restez fixe sur la règle du 3-2, on est bien d'accord? Alors, on a cette règle du 3-2. Après, ponctuellement, vous avez un besoin exceptionnel. Et chez ADP, on a un modèle de télétravail double, à la fois contractuel. Avant Covid, j'avais à peu près 20% des collaborateurs qui avaient un avenant de télétravail. Après Covid, on est monté à 80%. Et on a aussi une flexibilité supplémentaire avec un jour de télétravail occasionnel qu'on peut rajouter de temps en temps si jamais on a un besoin particulier. Mais vous, Élodie, la praticienne du télétravail, parce que vous êtes dans une entreprise de culture, de service, on l'a compris, on peut travailler loin, on travaille sur l'informatique. Vous aspirez à plus de présence, ou vous dites que le modèle qui est proposé, dans lequel vous évoluez, il est à la fois productif et tout à fait équilibré. Comment vous le vivez, vous, en tant que DRH ? Moi, je trouve que ce modèle, il est tout à fait équilibré. Il permet de répondre à la fois aux besoins individuels des collaborateurs et aux besoins de performance collective de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est avant tout un collectif. Et donc, ce lien ou ce retour au travail, ça permet de maintenir le collectif, de maintenir le lien social. Et aussi, c'est un moyen de pouvoir innover, puisqu'en fait, rien de mieux qu'à la machine à café ou dans un couloir, vous rencontrez un collègue. C'est là que parfois, vous trouvez une solution. Jaillit une idée. Voilà. C'est vrai, parce que c'est un contexte différent de la salle de réunion. Merci Élodie Gourmelet, DRH épanouie chez ADP avec un modèle assez particulier et cette étude tout de même à étudier qui vient de sortir 2024 sur un travail macro avec bien sûr 2000 collaborateurs qui ont été interrogés dans le monde entier, il faut le préciser. Alors 2000 en France et dans le monde entier. Dans le monde entier, 40 000 je crois. 40 000, donc qui donne évidemment une base de données extrêmement intéressante. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Gourmelet, c'est un vrai plaisir. On tourne une page et ça impacte les RH, le thème du cercle RH. Est-ce qu'il y a un choc des générations entre les jeunes qui rentrent dans l'entreprise et les seniors? Est-ce que ça existe réellement? Est-ce qu'ils ne sont pas finalement la main dans la main ou parfois embarqués dans le même combat et ont parfois un peu de mal à rentrer dans l'entreprise? On en parle tout de suite, c'est le thème du débat et c'est le cercle RH évidemment. Le cercle RH, et il n'y a pas de conflit de génération sur le plateau. Il y a une très bonne ambiance, une très bonne énergie. Est-ce qu'il y a dans l'entreprise un conflit de génération, des chocs de génération, ces jeunes geeks nés sur leur téléphone, puis les seniors qui seraient toujours avec leur calepin, leur crayon, très éloignés de tout cela? C'est sûrement pas vrai et la vérité doit être au milieu. On en parle avec mes invités. Frédérique Gesque, ravie de vous accueillir, fondatrice d'USCOA. Vous avez un parcours dans l'entreprise. Vous avez été aussi la directrice générale de l'UP13, qui est une belle institution. Autrice de Le choc des générations n'existe pas. Il n'y a même pas 3 petits points, pas de point d'interrogation. C'est posé. C'est une affirmation. Voilà, et vous l'affirmez chez Erol. Le livre est sorti et vient de sortir pour en finir avec les stéréotypes et donner sa juste place à chacun au travail. Ça, c'est votre livre. J'ai un deuxième livre, j'ai été gâté aujourd'hui avec Amélie Favre-Guittet. Je suis très heureux de vous retrouver, chère Amélie. Également. Vous qui avez vécu les premiers numéros de notre émission Smart Job. 30 pratiques RH pour valoriser les seniors en entreprise, du recrutement à l'offboarding, c'est-à-dire le moment où le senior on leur dit au revoir. Et ça se travaille aussi. C'est sorti chez Vuibert et vous êtes présidente de Boost Me Up. Et Wassila Djellal, ravi de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez sur le plateau. Vous êtes fondatrice de Les Infatigables. On parle des seniors avec vous, avec un programme extrêmement complet pour les remettre en selle, du coaching, de l'accompagnement. On va en parler avec vous. Et il y a donc, vous le découvrez, pas de conflit de génération sur ce plateau. Pourquoi ce titre aussi affirmatif ? Parce que quand on parle avec les seniors, enfin les DRH, ils nous disent, et on l'avait dans une émission précédente sur Smart Job, sur le papier, tout le monde veut des seniors et des jeunes, et en fait, dans les faits,
on n'embauche pas les seniors et les jeunes peinent à rentrer dans la boîte. Comment vous l'expliquez ça, Frédéric? Et évidemment à Amélie. Il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a d'abord un vrai sujet sociétal et culturel. En fait, on est on a des croyances en fait et des stéréotypes, des préjugés envers les très jeunes et les seniors qui sont très ancrés dans notre société et dans notre pays. Ça, c'est une première explication. Et puis à ça, on peut ajouter effectivement ces cases des générations. C'est pour ça que moi je les aime pas, ces cases boomer, X, Y, Z, parce que finalement, ces cases qui ont été créées par des marketeurs, reprises par les médias, dans des livres, dans des livres aussi, effectivement, eh bien, elles ancrent en fait des spécificités. Elles mettent les gens dans des cases, dans des catégories qui font que ça ancre encore plus nos préjugés. Et donc, effectivement, on va entendre que les jeunes, ils sont fainéants, ils savent plus bosser, etc. Et puis les vieux, ils sont has-been, ils sont fatigués, ils sont démotivés. Et donc, on crée en fait finalement des différences là où, en tout cas, c'est ma conviction, et je l'ai vécu en tant que DG pendant de nombreuses années. On a beaucoup plus de communs en fait que de différences entre nous. À condition de se faire se rencontrer et se faire parler. Exactement. Ces générations. Exactement. Amélie, 30 pratiques RH pour valoriser les seniors en entreprise, ça veut dire que vous nous adressez aux RH, là droit dans les yeux, et vous leur dites faites un petit effort pour valoriser les RH. Alors, ils sont dans l'entreprise ou ils frappent à la porte de l'entreprise. Dans les deux cas, donc arrêtez de les oublier. Voilà. Effectivement, c'est comment déjà, depuis le recrutement, on peut faire en sorte de choisir des profils en fonction des compétences qui sont nécessaires pour l'entreprise et pas en fonction de l'âge du candidat qu'on souhaite recruter. Mais ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Concrètement, je vais donner la parole bien sûr à Wassila, que j'ai appelé Djelal et qui s'appelle Wassila. Concrètement, il y a des cas pratiques, des cas concrets, vous êtes sur le terrain. Oui. Les RH vous disent, j'ai pas voulu le prendre parce qu'il avait 49 ans. Oui. Ils sont incroyable. trop vieux, ils sont trop chers. Moi, c'est la phrase que j'ai entendue le plus en 20 ans de carrière dans le recrutement. Vous l'entendez? Oui. Oui, Wassila, vous qui avez monté la start-up, cette start-up, c'est ça que comment on fait pour casser ces préjugés? Il y a plein de choses. En effet, on parlait de choc génération, il n'y en a pas. Par contre, il y a un vrai choc des perceptions. Et aujourd'hui, il y a des vrais stéréotypes liés à l'âge. Et l'entreprise est finalement juste le reflet de la société. On ne peut pas changer ça. Hein. Et en fait, on va avoir en effet des préjugés liés à la génération Z qui seraient par exemple pas assez attachés à l'entreprise. Et inversement, moi, c'était mon cas en tant que manager dans le conseil. Des personnes qui ont 55 ans, qui ont raté le coche du prochain job et qui se retrouvent vues comme pas assez digitalisées, plutôt réfractaires au changement. Ce qu'il faut faire, il y a plusieurs actions, évidemment. Il faut sensibiliser, il faut évoquer le sujet en entreprise. Il faut l'évoquer de manière calme, posée, avec des cercles de parole. Il faut aussi mettre en action, permettre de conscientiser et permettre de développer l'empathie chez finalement toutes les classes d'âge pour parler de ce sujet des stéréotypes. Mais vous avez travaillé dans le conseil, vous avez tous travaillé dans les entreprises, vous fréquentez les RH. Il y a quand même des habitudes sociologiques, les jeunes entre eux qui vont prendre une bière le soir, alors que le senior, lui, il faut qu'il rentre prendre la voiture, métro, RER pour retrouver sa famille. Enfin, il y a des habitudes sociologiques qui font qu'à un moment donné, on ne se parle pas forcément, que ce n'est pas aussi simple que ça. On n'a pas les mêmes vies malgré tout. Mettons un peu les pieds dans le plat. Mais bien sûr, et heureusement. Heureusement que chaque âge est important. En fait, ce que j'explique d'ailleurs dans le livre, c'est qu'on a ce qu'on appelle des effets d'âge. À chaque âge de la vie, effectivement, on va avoir des préoccupations un peu spécifiques qui peut-être vont amener des codes et des postures différentes. Et puis on a ce qu'on appelle aussi des effets d'époque. En fonction de ce qu'on a vécu, de l'époque dans laquelle on est né, dans laquelle on a grandi, on va avoir effectivement des manières de faire qui sont un peu différentes. D'où l'importance effectivement de mettre en lien les gens dans l'entreprise et de finalement d'accepter ces différences pour les mettre au service du collectif et d'un commun qu'on a tous. Et quand on parle par exemple du rapport au travail, j'aimais bien l'exemple que tu prenais tout à l'heure parce qu'on dit souvent effectivement que les jeunes n'ont pas le même rapport au travail, ne veulent plus travailler, etc., ne sont pas engagés. Un rapport au temps de travail qui est différent. Mais en fait, c'est juste faux. Si vous regardez les études scientifiques, si vous regardez les dernières enquêtes comme celle de l'APEC sur le rapport au travail des moins de 30 ans, à chaque fois, on voit que finalement, l'évolution du rapport au travail, elle n'est absolument pas générationnelle. En fait, ils bossent, il faut le dire quand même. Mais bien sûr, mais évidemment. Et en fait, toutes on les fait bosser. Oui, et puis ces évolutions, en fait, sont valables pour l'ensemble des générations. Les seniors aussi ont fait évoluer leur rapport au travail depuis la crise sanitaire. Quand vous évoquez, et voici là, vous évoquez aussi l'idée de vous tourner vers l'entreprise, parce que vous vous tournez vers les seniors, mais c'est aussi des formations que vous envoyez à l'entreprise. L'offboarding, ça veut dire qu'on traite mal aussi, on ne soigne pas, on n'adresse pas bien cette séquence qui est le moment de la sortie. C'est le moment où on veut se séparer d'un candidat, d'un collaborateur, ou que celui-ci souhaite partir de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est aussi de soigner ce départ. On parle
aujourd'hui énormément de la marque employeur, c'est aussi quelle image on veut avoir de cette entreprise. Ce collaborateur qui a travaillé avec nous pendant 5 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, on lui offre une porte de sortie où il souhaite sortir. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner? Est-ce qu'on lui propose une formation? Est-ce qu'on lui propose une reconversion? Est-ce qu'on lui propose un autre rôle dans l'entreprise ou dans une autre filiale du groupe? Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner, pour être sûr qu'il va être bien à l'extérieur? Question un peu poil à gratter. Et les seniors, vous les rencontrez. Alors, la start-up, elle est naissante, elle démarre, mais je ne sais pas si vous avez le recul nécessaire encore, mais quand on parle aux seniors, beaucoup vous disent, moi, je ne repars pas dans la boîte. Je me suis fait 25 ans de boîte, pour certains 30. Je ne repars pas dans la moulinette. Je ne repars pas dans cette ambiance. Je ne veux plus vivre ça. C'est-à-dire que soit ils créent leur boîte, soit ils font du management de transition, soit ils font de la poterie, de la céramique. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais quand on parle avec eux vraiment, ils ne veulent pas y retourner dans la boîte. Et s'ils y retournent, c'est par pure obligation pour payer l'école des enfants ou finir de payer la maison. Vrai ou pas vrai? C'est vrai et pas forcément vrai. Donc c'est un peu. C'est comme vous voulez, il faut que vous choisissiez. En fait, finalement, le mot senior, le groupe senior est un groupe très hétérogène, finalement. Ah ouais. Donc en fait, chacun a des aspirations différentes. Moi, je ne suis pas forcément pour glorifier forcément et pousser vers monter son entreprise, parce qu'on rencontre aussi des seniors qui arrivent, qui sortent et qui ne sont pas forcément prêts. Moi, ce que je veux surtout dire, c'est que finalement, en entreprise, on a mal anticipé. Avant de parler d'offboarding et avant de parler ce sentiment qui est partagé et qui est j'ai fait 25 ans et j'ai pas envie de repartir dans cette moulinette-là, ça veut bien dire que l'entreprise a failli quelque part. Parce qu'en interne, on peut aujourd'hui accélérer de la mobilité, on peut proposer d'autres projets et on peut permettre en fait de l'introspection. Ça fait partie de notre travail des RH d'ailleurs. Exactement. Bah oui. Mais pas que. La gestion des carrières. Vous en pensez quoi, Frédéric? Parce que vous dites, le choc des générations n'existe pas. Je leur dis, les jeunes ont du mal à entrer dans la boîte et les seniors ont du mal à re-rentrer dans la boîte quand ils en sont partis. Enfin, on n'y arrive pas là. Alors effectivement, moi je vois beaucoup, notamment dans mon association, Senior for Good, beaucoup de seniors actifs, expérimentés, qui ont envie de contribuer encore au monde du travail, à la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'espérance de vie en bonne santé qui a augmenté, avec les nouvelles façons de vivre finalement et de travailler qu'on connaît aujourd'hui, on a beaucoup de seniors qui ont envie de se réinventer. Donc cette envie en fait d'engagement, de nouvel engagement, de réinvention. Et pas de revivre la même chose. Et pas forcément de revivre la même chose. Donc c'est vrai que là où je suis parfaitement d'accord aussi, l'entreprise a cette responsabilité à maintenir l'employabilité de ses salariés tout au long de leur parcours professionnel. Ça ne s'arrête pas à 45 ans ou à 50 ans. Et on le voit par exemple dans les taux d'accès à la formation. Plus on prend de l'âge et moins on accède à la formation dans l'entreprise. Si on ne forme pas nos salariés expérimentés, après on ne peut pas se plaindre qu'ils sont has-been ou que justement ils sont plus déconnectés ou qu'ils ne maîtrisent pas les outils. Et on a la même chose sur les jeunes. Si on ne donne pas la chance à un jeune, il ne faut pas oublier que l'agisme, c'est une discrimination des deux côtés punie par la loi. Et elle touche les deux côtés du curseur. Question pour la gratter, je vais la poser parce que je suis passé par un autre chemin pour y arriver. Quota ou pas quota? La NDRH porte un senior, une solution. Et ça impacte évidemment Wassila qui accompagne ces seniors. Vous y êtes favorable? Parce qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas d'autre solution que de dire à l'entreprise, alors un CDI amélioré, un CDI qui permet voilà. Et une fois que la retraite est arrivée, la retraite arrive et on arrive à basculer. Oui ou non pour les quotas? On le fait pour les femmes? Réponse de Normand, je vais dire les deux. Oui, je suis pour, parce qu'effectivement, il faut qu'à un moment donné, la société change. Il faut que ça soit ancré à l'intérieur. Il faut qu'on voit ce que ça va provoquer à l'intérieur, le fait de justement remettre des seniors au travail. Et peut-être qu'à un moment donné, on pourra l'enlever une fois qu'on aura l'habitude de voir des seniors au travail, que ce ne sera plus un problème. Vous en pensez quoi, Wassila? Je partage totalement. Oui. Il faut qu'on voit et puis en fait, il faut qu'on repense, parce qu'il y a beaucoup de seniors plus de 50 ans aujourd'hui qui sont très délaissés aujourd'hui et qui ont du mal, qui peinent à retrouver une activité. Donc on l'a dit tout à l'heure, qui se forcent parfois à remonter une boîte ou faire du management de transition alors que ce n'est pas forcément ce qui leur souhait. Et donc en effet, moi je suis plutôt pour les quotas, pour avancer sur ce sujet, même si je suis plutôt positive. Je me dis aujourd'hui que les entreprises commencent à ne plus avoir le choix de travailler sur cette politique d'inclusivité et de permettre aux collaborateurs seniors d'être revalorisés, parce que voilà, on a aujourd'hui des métiers de demain qui n'existent pas encore, et donc on a des talents aujourd'hui qui ne sont pas assez bien valorisés et bien orientés. Donc je me dis que les entreprises aussi, avant même les quotas, devraient à un moment donné ne plus avoir le choix.
Alors, on dit que c'est le MEDEF. Alors, je ne veux pas accabler l'UP13 qui est rattaché au MEDEF. C'était il y a très longtemps. Vous étiez il y a très longtemps. Oh là là. Vous n'êtes pas la représentante du Dans MEDEF une sur le autre plateau. vie, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Oh là là, vous avez fait plein de choses. Et aujourd'hui, USCOA avec Senior for Good aussi. Les quotas Les quotas. Eh oui. Les quotas, moi je dis oui parce que ça a marché pour les femmes. Bah oui. Hein, je déteste les Conseil quotas. d'administration, mais COMEX. Voilà, il faut reconnaître qu'on est exemplaire en Europe sur les conseils d'administration. Donc, c'est que ça marche. Moi, je pense qu'on a besoin des quotas. En tout cas, on a besoin de contraintes ou d'incitation ou de sanctions, comme on veut, ça, c'est pas à moi de décider, mais on a besoin de pousser les entreprises à accélérer, parce qu'on a besoin d'aller vite, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette génération, aujourd'hui, des expérimentés, elle est sacrifiée. Ça va bouger. La transition démographique fait que dans 10 ans, les plus de 45 ans seront majoritaires parmi les actifs. Donc demain, de toute manière, l'entreprise fera avec ses seniors. Il n'y aura plus de sujet dans 10, 15, 20 ans. Non. Le sujet, il est maintenant. C'est aujourd'hui qu'on a 800 000 personnes de plus de 50 ans qui font la queue à France Travail et à l'APEC et qui ne trouvent pas de boulot. C'est aujourd'hui qu'on laisse les salariés qui ne font pas de boulot et qui dans les acceptent, il faut le placards. préciser, c'est une étude Indeed qu'on a traitée sur ce plateau, qui accepte même d'entrer dans l'entreprise pour ceux qui sont avec un salaire plus bas. Hein. Bien sûr. Enfin, je sais pas si... Ils sont nombreux à accepter ils des acceptent. salaires plus bas. Bien sûr. Moi, j'ai vu beaucoup de profils seniors rentrer même dans des startups et accepter de baisser le salaire de 30 à 50%, mais parce qu'ils avaient aussi envie de vivre Une expérience. startup et ils n'avaient plus envie d'être dans les contraintes des grands groupes. Je précise, Wassila, que votre structure, cette start-up Les Infatigables, a reçu vous étiez lauréate du leadership programme de Diversiday, je voulais quand même le préciser, c'est important. Vous allez les toucher comment, vos seniors, là, concrètement? Parce qu'on a entendu APEC, on a entendu Pôle emploi. Vous allez dans l'entreprise pour faire cet accompagnement, ou vous allez à Pôle emploi en disant « venez vous former et réarmez-vous ». Vous souriez parce que c'est la question qui vous a été posée en coulisses, non? On a beaucoup beaucoup papoté en parlé. coulisses. C'est forcé, avant l'émission, vous parlez beaucoup. Nous d'abord, on adresse surtout les entreprises via justement leurs collaborateurs seniors. Donc, on s'adresse beaucoup aux directions inclusivité, aux directions ressources humaines aussi. De base, c'est vraiment un sujet plutôt porté direction inclusivité de grands groupes. Et on a expérimenté avec des grands groupes des télécoms ou de l'assurance. Et c'est via leurs collaborateurs aujourd'hui que l'on peut travailler et que l'on peut proposer des parcours personnalisés qui leur permettent finalement d'avoir un second souffle et de voir leurs 10-15 dernières années positivement. Parce que c'est un peu ça le risque aussi en entreprise. Et même de réfléchir à un bilan de compétences en disant, parce qu'il faut se dire, je suis arrivé en bout de course, beaucoup sont aujourd'hui en bout de course et cherchent un chemin à la deuxième partie de leur vie. Et je peux vous dire que moi qui l'ai vécu, parce que j'étais assez défavorable au début à l'accompagnement spécifique des salariés seniors dans l'entreprise. C'est très discriminant, tiens, formation Moi, senior. je disais, il ne faut pas stigmatiser. Et j'ai des clients qui sont venus voir en me disant si, Frédéric, on veut que vous proposiez des parcours. Et je vous avoue que ça marche très très bien. Les clients avec lesquels je travaille là-dessus, les salariés en ont vraiment besoin. Il y a un vrai boost de confiance en soi, d'estime de soi, de réengagement du salarié, à condition que l'entreprise derrière tienne aussi ses engagements. Ouais. C'est-à-dire qu'il y ait des possibilités de mobilité, qu'il y ait des possibilités de progression, etc. Si on fait des ateliers, par exemple, avec ces salariés expérimentés, qu'on les rebooste à fond... Et que derrière, ça retombe. Ils restent à la même place et qu'à chaque fois qu'ils postulent en interne sur de la mobilité ou autre, il ne se passe rien, ça ne fonctionnera pas. Mais par contre, effectivement, on se rend compte vraiment, et c'est là qu'on voit qu'ils ont été délaissés trop longtemps, en fait, ces salariés, qui ont un besoin d'être remis sur la rail et une envie énorme, une énergie énorme, en fait, pour s'engager. Merci, mesdames, pour cet éclairage. Vous voulez un dernier mot, Wassila? Par ailleurs, oui, en effet, sur ce que disait Frédéric, aujourd'hui, proposer des parcours typiquement seniors ne veut pas dire forcément stigmatiser. Tout est une question aussi d'approche. Nous, chez les Infatigables, on est sur une approche qui est valorisante, justement, avec des choses qui valorisent le leadership. Pour dire, aujourd'hui, on a des programmes pour les hauts potentiels de moins de 30 ans et pourquoi pas pour des hauts potentiels de plus de 50 ans. Ça sera le mot de la fin, Wassila Djellal, fondatrice des Infatigables. 30 pratiques RH, Vuibert, Amélie Favre-Guité, à ne pas manquer du recrutement à l'offboarding, et je vous rends son livre avec tous les petits post-it. Le choc des générations n'existe pas. Ça, c'est le livre de Frédéric Gest, un parcours incroyable auprès des seniors et dans la vie auprès des entrepreneurs et des managers. Édition Erol, le choc des générations n'existe pas. Voilà, poum, c'est tombé. Et Wassila Djellal, fondatrice des Infatigables, en direction des entreprises et des seniors. Merci à vous trois, mesdames. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, évidemment.
Fenêtre sur l'emploi et notre rubrique Le livre de Smart Job, avec un livre au titre étrange. Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif. Édition Erol, écrit par Jérémy Coron. Il est notre invité. C'est sa méthode, pas à pas, pour gagner en énergie, en motivation et en concentration. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous avez sous le bras votre livre, votre bébé. Oui. Concrètement, pourquoi avoir créé ce livre? Parce que quand on l'ouvre, on se dit qu'on va avoir des graphiques de neurosciences, de neuropsychologie. Et en fait, on revient à des choses d'une simplicité incroyable. Pour être bien, il faut bien dormir, il faut bien manger. Et on viendra sur la fin de votre livre, ou parfois même, pour faire un petit piège à celui qu'on a en face, il faut lui mettre beaucoup de gras, faire un... C'est vrai que j'ai évoqué ça dans Vous l'avez évoqué et je l'ai remarqué. C'est vrai. Vous êtes un malin. Pourquoi ce livre? Parce que comme le disait Talleyrand très bien, ce qui va sans dire va mieux en le disant. Et en fait, le problème actuel avec les méthodes de productivité qu'on nous vend, c'est qu'on a retiré l'humain de l'équation de la productivité. Et ça, c'est un combat contre lequel je lutte actuellement. C'est le fait d'arrêter de penser que seuls les outils suffisent à nous rendre productifs. Mais c'est comprendre que si l'humain qu'il y a derrière n'est pas en forme, est stressé, dort mal, mange mal, naturellement, les outils ne vont pas pallier à ce mode de vie qui est, entre guillemets, contre-productif pour son organisme et pour son efficacité. Alors, je passe vite, mais il y a quand même une grande partie sur la manière de manger, Oui. les aliments bruts, non transformés. Vous nous donnez des conseils qui peuvent paraître d'être d'une évidence biblique, mais sur la mastication, sur Oui. le temps, sur la marche d'après-repas. Oui. Enfin, on a le sentiment que derrière le fait que vous soyez coach et que vous ayez un MBA en management, j'ai l'impression que vous êtes aussi quelqu'un qui connaissait bien le corps comme un sportif de haut niveau. Il y a de ça dans votre livre. Comme j'explique un peu en introduction de ce livre, en préambule, on va dire, tout vient du sport pour moi. En effet, petit, j'étais, comme le disait ma mère affectueusement, fatigué de nature, constamment fatigué et tout. Et tout a changé quand j'ai commencé la musculation et vraiment à prendre conscience que les aliments que j'allais consommer auraient un impact sur ma progression. Et j'ai vu comme ça de façon presque hasardeuse des effets également en termes de productivité, en termes d'énergie, et comme quoi le Jérémy fatigué de nature commençait de plus en plus à s'estomper. Et c'est là que j'ai fait un lien entre l'alimentation, le sommeil, le mouvement et également donc la prise de muscle, qui était mon but principal avec ce sport-là, mais également que la productivité, la concentration, la motivation et l'énergie. Donc oui, ça vient parfaitement d'ici. Donc ça veut dire que ce livre replace l'humain, je dirais, dans sa complexité et dans tous les outils qui lui seront utiles pour être productif. Bien dormir, et je précise que page 109, pour ceux qui iront se plonger dans le livre, si vous êtes commercial ou êtes régulièrement amené à négocier dans le cadre privé ou personnel, sachez que vous avez tout à gagner à inviter votre interlocuteur, c'est vous qui l'écrivez, au restaurant. Faites-lui choisir les plats les plus lourds possibles, les plats qui contiennent les plus d'aliments différents. En un mot, il faut le gaver. Et c'est quoi l'objectif final? La sieste? Oui, complètement, c'est la sieste. C'est de créer beaucoup d'informations chimiques au niveau du système digestif pour que toute l'énergie de son corps aille non pas dans l'aspect cognitif, mais dans l'aspect digestif. Donc forcément, il voudra se débarrasser de vous, donc la négociation peut être facilitée avec ça. Bon, il fallait mettre un petit peu d'humour dans le livre. J'ai pris ce prisme-là et je trouve qu'il est plutôt sympa. Les gens que vous accompagnez, est-ce qu'ils sont surpris lorsque vous évoquez à travers ces enjeux du cerveau? Parce qu'en fait, c'est la nourriture que vous donnez au cerveau qui va le rendre plus productif, plus actif, plus à l'écoute. Ils sont surpris au départ de la manière d'entrer dans ce sujet? Alors oui, ils le sont parce que souvent, et ça on le sait très bien en neurosciences, mais le cerveau humain est câblé pour avoir des solutions simples, rapides, peu coûteuses, à résultat immédiat. La méthode que je propose, c'est l'inverse. C'est pour ça que les outils fonctionnent si bien aujourd'hui, parce qu'ils promettent monts et merveilles pour zéro effort. Juste un achat, juste un clic, juste une inscription. Versus prendre en charge son sommeil, changer son alimentation, faire plus de sport, il y a un coût qui est plus élevé, mais les résultats sont plus probants sur la durée. Et en plus, c'est documenté scientifiquement, encore une fois. Et je viens de me faire attaquer par une mouche. J'ai vu ça, c'était Vous avez vu cette agression? Le geste était beau pour l'enlever. Et j'ai fait un geste qui m'a pris quand même pas mal d'énergie, mais j'ai bien mangé aujourd'hui. Vous, l'accompagnement, c'est quoi? C'est d'expliquer à la personne que si elle ne prend pas soin d'elle, elle se met en danger dans sa qualité, dans sa productivité. C'est ça le sujet. Bien sûr, après la productivité est l'angle que j'ai choisi, mais c'est beaucoup plus large que ça. On parle de santé et de longévité, mine de rien. De pouvoir jouer avec ses enfants quand on a 50, 60, 70 ans. C'est plus l'angle d'attaque que j'ai choisi être pour durable. véhiculer. Être durable, c'est ça. Pour véhiculer des éléments qui pour moi ont beaucoup de valeur. Le fait de se respecter soi-même, en quelque sorte. Génial, et génial. Philosophie très intéressante Oui. pour réarmer l'humain. Merci. Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif. C'est chez Erol, c'est Jérémy Coron. Et il était notre invité dans le livre de Smart Job. C'est un vrai plaisir de Merci. partager ce moment avec vous, cher Jérémy. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci à toute l'équipe, évidemment, Xavier à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Merci à Nicolas Juchat, l'incontournable. Merci à vous, évidemment, qui êtes le public qui nous suivez. Merci pour vos réactions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Smart Job sur Bismart.
for Change. Bye bye.